Ok, alors c'est parti. Sur la qualité de la compa, il n'y a pas grand-chose de plus que la dernière fois où j'avais dû dire qu'il y a l'élection du président et des vice-présidents jeudi. Donc ensuite, il y aura plus d'informations, mais pour l'instant, il n'y en a pas plus. Le premier sujet, donc qui n'est pas une délibération, hein, qui n'est pas soumis à un vote, en fait c'est un avis, mais du coup, comme c'est quand même un gros dossier, on souhaitait passer pour avis. Donc c'est l'opération d'Enfer Rochereau, délégation du droit de préemption à l'agence foncière. Je vais laisser Carole. Alors donc il s'agit de présenter à l'ensemble des conseillers municipaux des éléments de contexte pour vous expliquer pourquoi il est envisagé de solliciter l'agence foncière au titre de son assistance en ingénierie pour assister gratuitement la collectivité dans la négociation d'une parcelle. Cette action, une parcelle. Cette action est envisagée parce que la collectivité a été informée d'une déclaration d'intention d'aliéner de la parcelle A112 à Varade. Je vais commencer tout de suite. Cette déclaration, cette DIA a été déposée le 14 mai et en raison du contexte de confinement, nous avons jusqu'au 24 juillet pour nous positionner et il a été évoqué dans la réunion préparatoire qui n'était pas pour l'aménagement de préempter cette parcelle parce qu'elle se situe sur un périmètre d'OAP stratégique qui avait été préalablement défini lors de la mise en œuvre et de la modification du PLU en 2018. Il s'agit donc du centre-bourg de Varade et dans le périmètre de l'OAP d'Enfer Rochereau, il a été envisagé de redynamiser le centre-bourg par des politiques d'aménagement combinées entre commerce et logement. Des politiques d'aménagement combinées entre commerce et logement. Donc, le propriétaire, pour l'instant, fait une offre un particulier à hauteur de 155 000 euros. La réunion donc, aménagement propose au prix estimé par le domaine, c'est-à-dire à hauteur de 123 000 euros, et de solliciter donc l'appui de l'agence foncière. Donc, je vous rappelle que c'est un établissement public foncier au service du département du territoire de Loire-Atlantique, en fait, dans cette phase de négociation. Si cette option est présentée au conseil municipal, c'est pour que les enjeux de cette préemption au prix des domaines vous ayez présenté, c'est pour que vous ayez conscience que, à l'issue, en second temps, il sera envisagé d'engager un portage foncier avec la même agence foncière qui prendra en charge pour une durée de 3 ans renouvelable une fois les mises de fonds initiales jusqu'à ce qu'un aménageur nous espérons, soit identifié et rachète la dite parcelle. Mais il faut que le conseil municipal soit sensibilisé au fait que si au bout de 3 ans renouvelable une fois, c'est-à-dire 6 ans, il n'y a pas d'aménageur identifié, intéressé par cette parcelle, et puis peut-être d'autres à venir, pour que le projet d'aménagement de l'OAP d'Enfer Rochereau voit le jour, c'est à la commune de rembourser, en fait, à l'agence foncière de la mise de fonds initiale. Voilà, si vous avez des questions. Moi, je vais intervenir. J'imagine que vous avez rencontré le propriétaire, et comment réagit-il? Alors, à ce stade, avant la présentation du dossier en conseil, nous n'avons pas encore pris contact avec le propriétaire. Il s'agissait d'abord
d'avoir un peu la température et la vie, de mesurer la vie du Conseil sur ce dossier. Nous l'avons évoqué seulement dans le cadre de cette pré-commission de juin. On peut imaginer qu'il ne soit pas d'accord, parce qu'il a une proposition supérieure. Quelle va être la position de la commission supérieure? Quelle va être la position de la commune s'il refuse? C'est l'agence foncière qui sera interlocutrice dans cette phase de négociation et il s'agira d'envisager quelles sont les marges de négociation possibles avec le propriétaire, étant entendu que disons notre santé budgétaire n'étant pas optimale, aller but en blanc, monter d'emblée en fait, nous aligner d'emblée au prix la plus pertinente pour le budget communal, vu que les domaines avaient estimé le bien à 123 000 €, c'est-à-dire tout de même presque plus de 30 000 € de moins. Donc la commune se réserve par l'intermédiaire de l'agence foncière la liberté propriétaire. Je ne vois pas le parallèle avec la santé budgétaire, sachant que c'est l'agence foncière qui intervient, donc ça ne touche pas les finances communales. Et d'autre part, c'est un dossier en fait, de transition, parce qu'il avait été ouvert sur l'ancien mandat, et qu'à l'époque, aujourd'hui, dispose d'un budget de 40 millions d'euros sur 6 ans, donc à la discrétion des communes qui veulent la solliciter, pour racheter, en fait, parce qu'on sait que les équilibres économiques sont difficiles, qu'on sait que, surtout quand on détruit, parce que quand on achète un terrain, on construit, on n'a pas de coût de destruction, et la destruction, c'est important, et moi je peux comprendre qu'on puisse s'interroger, et moins on achète cher, moins on a de chance d'équilibrer l'opération. Mais il n'empêche que dans cette affaire, en fait, on a un propriétaire quand même qui a une opportunité. Dans cette affaire, en fait, on a un propriétaire quand même qui a une opportunité. Moi, en fait, on pourrait imaginer que c'est prix de marché, parce que les domaines, en fait, fixent le prix, mais ça n'appartient qu'aux domaines, avec les critères qu'ils ont, et le prix, en fait, c'est une valeur relative. Et que, moi, je suis surpris un petit peu qu'on ne fasse pas l'opération, parce qu'on avait une belle opportunité, les planètes, je trouve, les planètes s'alignaient bien, on avait aussi les terrains du fond qui se vendaient, on est sur un lieu stratégique, centre-bourg, et on sait combien les commerces de centre-bourg sont nécessaires à la vitalité des petites communes. Et que là-dessus, je pense qu'on devrait au moins solliciter le département pour une aide, moi ça rentrerait dans ce dossier-là. Et puis, parce que sur un dossier aussi important que celui-ci, dans ce que nous on avait imaginé en son temps, on avait une opération globale, et c'est une opération globale qui montait, donc qui était d'un coût élevé à très élevé, et que là, la différence n'est pas significative, et je crains que ce soit un caillou dans la chaussure et je crains que ce soit un caillou dans la chaussure au départ d'un beau projet. Alors, pour répondre à ça, Claude, moi j'ai eu Daniel Cornet au téléphone, la présidente de l'agence foncière, qui nous a conseillé aussi de préempter sur la base des évaluations des domaines, pour que derrière l'agence foncière, sur la base des évaluations des domaines, pour que derrière l'agence foncière puisse faire la négociation, on engage la négociation en fait. Et on a eu aussi un entretien avec Philippe Grosvalet sur ce sujet-là, donc qui nous a préconisé ce fonctionnement-là. Et en effet, ensuite, voir ce que l'on peut faire sur les deux autres parcelles, comme il était prévu au conseil municipal du mois de février. Après, sur l'équilibre budgétaire, en effet, pendant 6 ans, c'est à la charge de l'agence foncière, même si la commune paye quand même les frais financiers, notamment l'agence foncière aussi, pour la délégation de la préemption, mais aussi pour la négociation des deux terrains à côté, pour qu'on puisse avoir ce projet-là qui se fasse dans les 6 ans, parce que sinon, c'est bien, c'est à la commune de rembourser ces frais-là. Donc
voilà, il faut qu'on puisse de rembourser ces frais-là. Donc voilà, il faut qu'on puisse dès en septembre engager voilà, cette étude-là et trouver un aménageur, parce que 6 ans c'est court et c'est long à la fois. Et si je peux me permettre de rajouter juste un élément, c'est que là en fait on a. Et si je peux me permettre de rajouter juste un élément, c'est que là en fait on a une opportunité effectivement sur une parcelle, mais pas sur toutes les parcelles. Et donc voilà. Après, si le vendeur s'aligne, si la négociation est effectivement positive, il va falloir activer des leviers et faire acquérir les autres parcelles du périmètre qui pour l'instant ne sont pas encore libérables. Là-dessus, vous parlez des parcelles, les 2 autres parcelles qui sont sur cet îlot, ça a été, pour les anciens élus, vous le savez. Donc, quand je dis que les planètes s'alignent, c'est parce que les 3 parcelles à acheter peuvent s'acheter. Mais moi je l'entends. Moi, ce que je crains, c'est que le propriétaire ne vende pas et que ça retarde l'échéance et qu'on rentre dans des complications qui ne faciliteront pas. Donc, je pense que tu dis, j'ai vu Philippe Grevalet gérer, quand on est au département et qu'on gère ce genre d'affaires, ou quand on est dans une commune, c'est pas la même chose. Donc aussi, il faudra des choses dans leur contexte. Mais après, donc aussi, il faudra des choses dans leur contexte. Mais moi, j'entends la démarche, mais je me dis que moi, je pense que dans cette situation, c'est une erreur et qu'il faudrait le faire. Mais je ne dis pas qu'il faut tout le temps faire ça. Là, nous allons engager la négociation. Elle est d'ores et déjà figée. Je dis nous allons solliciter l'agence foncière pour négocier au mieux des intérêts de la collectivité en tenant compte évidemment de l'OAP. Et par ailleurs, disons que l'opportunité de cette DIA nous permet aussi une réflexion d'aménagement, d'outils d'aménagement, de levier d'aménagement sur cette parcelle, parce qu'il est évident que la redynamisation du centre-bourg est une priorité et qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une vision stricto sensu financière sur le dossier. C'est aussi l'occasion de commencer à réfléchir à ce qui pourrait être optimal comme type d'aménagement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques? Bon. Du coup, je ne fais pas voter puisque c'était une présentation. Bon. Du coup, je ne fais pas voter puisque c'était une présentation, puisque le droit de préemption a été transféré au maire, dont vous aurez la décision au prochain conseil municipal. Mais l'idée, c'est que la convention, quand on vous la présentera au prochain conseil, puisse être validée et trouver l'aménageur. Alors ensuite, c'est Sophie sur la participation citoyenne. Moi, je propose au Conseil, je vous invite à approuver la charte participation citoyenne. Définir les règles de la démocratie participative et allouer au sens, et clarifier les droits et les devoirs de chaque partie. Ce document, c'est un contrat moral et politique entre la municipalité et les associations et tous les citoyens. Donc, vous avez pu voir que ce document, il retraçait 2 parties. Le premier, une gouvernance exigeante, engagée, citoyenne et respectueuse. Le deuxième, des citoyens associés aux problématiques du territoire communal. Le troisième, une mise en débat public des points de vue. Le quatrième principe, c'est des processus orientés vers la démarche de l'intérêt général. Le cinquième, c'est la volonté d'impliquer vers la démarche de l'intérêt général. Le cinquième, c'est la volonté d'impliquer tous les citoyens. Le sixième principe, c'est une volonté de faire entendre la parole muette. Le septième principe, c'est une démarche d'amélioration continue des différentes démarches de participation mises en œuvre dans la commune. On est bien d'accord que la démocratie participative et la participation dans la commune. On est bien d'accord que la démocratie participative et la participation citoyenne, c'est de permettre à tous les habitants de s'impliquer librement et activement dans la commune. Donc la deuxième partie, elle retrace les engagements que les citoyens et les municipalités
pourront et devront mettre en œuvre. Donc pourront et devront mettre en œuvre. Donc on l'a retracé au travers de 5 grands points. Informer, sensibiliser et vulgariser ce que c'est la participation citoyenne. C'est aussi de prendre le temps de le faire. C'est d'organiser la prise en compte de l'ensemble des points de vue. C'est de capitaliser aussi tous les apports, les différents apports et organiser la traçabilité de ces processus de décision, c'est-à-dire que tout le monde puisse y avoir accès, puisse y avoir les retours. Et puis organiser les retours d'expérience à tous les habitants. Ce soir, je demande au conseil municipal d'approuver cette charte. Il y avait des questions sur cette charte? Donc en fait, comme dit Sophie, c'est le socle pour la constitution de toutes les instances qui vont suivre de participation citoyenne. Donc on va en avoir une juste après. Du coup, je dis qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on enchaîne avec la création du Conseil de participation citoyenne. Donc ce soir, on invite le conseil municipal à créer le Conseil de participation citoyenne, selon un détail qui a été établi autour d'une fiche qui retrace principalement 4 grands objectifs que je vais vous retracer. Donc c'est veiller à la mise en pratique de la démocratie participative au regard de la charte. C'est de participer à la déclinaison de la démarche participative de l'équipe municipale, au niveau des différents pôles du territoire. Et puis en apportant, les citoyens en apportant un appui méthodologique. C'est de proposer des outils de participation citoyenne. Et le dernier point, c'est d'évaluer sur la mise en place de la participation citoyenne au sein de Loire-Haute-Sens. Et surtout de mesurer les effets sur le pouvoir d'agir des habitants. Et par un habitant. Il sera coprésidé, ça sera une coprésidence. Elle sera composée par 16 membres, 4 élus et 12 habitants, avec 3 représentants par commune déléguée. Un appel à volontaires pour les habitants va être lancé dans le prochain bulletin municipal au 1er septembre pour proposer leur candidature. Voilà. Je demande la validation de cette organisation, première organisation de la participation. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques sur le Conseil de participation citoyenne? Excuse-moi. Juste une remarque. Par rapport au nombre de membres qui composent la commission, 18 membres, je trouve que c'est un peu faible. 16 membres, c'est un peu faible. C'est surtout ça. Alors c'est juste les 16 membres, c'est que pour le conseil de participation. Il va y avoir d'autres commissions où les habitants vont être sollicités. Là c'est vraiment un outil de veille. Du coup il faut un certain nombre. Évidemment, s'il y a trop d'habitants qui se prononcent, il y aura un choix et dans cette fiche est noté qu'il y aura un tirage. Il faut fixer un nombre, il faut aussi avoir la possibilité de s'intégrer dans ces démarches-là. On se dit qu'on a les autres possibilités de commission où les habitants auront aussi une autre place. C'était l'idée qu'à plus de 16 ou 18, c'est compliqué de faire des réunions. De 16 ou 18, c'est compliqué de faire des réunions, des débats aussi, quoi. C'est le nombre maximum. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Bon, donc on va mettre au vote. Qui est contre? Au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, ensuite, on va passer, après cette partie de participation citoyenne, à la partie indemnité des élus, nombre d'adjoints au maire délégué. Donc, en fait, lors du dernier conseil municipal, j'ai informé que je donnais délégation donc, à 17 conseillers délégués et 7 adjoints sur tout Loire-Haute-Sens, et puis 4 adjoints de territoire sur chaque commune déléguée.
Et moi, je souhaite évidemment indemniser ces élus avec une déléguée leader pour travailler ces dossiers-là, mais qui ne sont pas rémunérés par leur employeur, d'où les indemnités pour compenser en partie, évidemment, puisque ce n'est pas un salaire. Et évidemment, sans le souhait que l'on a, c'est de ne pas dépasser l'enveloppe d'indemnité qui était déjà consommée au mandat précédent, et donc on baisse de 25% l'enveloppe d'indemnité par rapport au mandat précédent. Alors, au niveau des indemnités, c'est un peu compliqué, c'est que le maire, les adjoints de pôle et puis les conseillers délégués marchent sur l'enveloppe de la commune nouvelle. On a deux enveloppes, même on en a 5. On a l'enveloppe de la commune nouvelle et puis on a les maires délégués, donc adjoints territoire, et marchent sur ces enveloppes de chaque commune déléguée. Et ce qui fait qu'en fait, l'enveloppe indemnitaire de la commune nouvelle est moins importante que l'enveloppe de chaque commune déléguée. Donc l'idée, c'était pour que certains conseillers délégués puissent être adjoints délégués sans Loire-Auxance, et de façon à ce qu'ils émargent sur l'enveloppe de la commune nouvelle. Et donc le Code général des collectivités territoriales autorise ce dispositif d'adjoint délégué à hauteur de 30% de l'effectif de chaque conseil de commune délégué. Donc ça veut dire un adjoint délégué pour la Auxerre, un pour la Chapelle, 2 pour Belleny. Donc je vous propose de voter donc le fait d'avoir comme nombre d'adjoints délégués, 1 pour la Auxerre, 1 pour la Chapelle, 2 pour Belleny et 3 pour Varadec. Pour les raisons que je viens d'exprimer. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions là-dessus? William, allez. Oui, donc, comme tu viens juste de le dire, je l'avais zappé, moi, mais on n'avait pas entendu parler de ces adjoints maire délégués initialement dans le projet, sur votre site, même sur votre site, vous parlez d'adjoints territoriaux, maire délégués, d'adjoints de pôle, que pour chaque conseiller restant, il y aurait des responsabilités au niveau de la commune, donc ça, ok, on dirait les conseillers délégués. Mais c'est vrai que les adjoints délégués n'apparaissaient pas. Donc c'était un petit peu la surprise. Les adjoints délégués n'apparaissaient pas. Donc c'était un petit peu la surprise. Et puis mon deuxième point, finalement, trouve réponse dans le questionnement de mon premier point, c'est quand je dis au 4e paragraphe, et ce que tu viens de dire également, c'est que ces créations de postes d'adjoints mairie délégués, c'est un peu des fantômes, des faire-valoir ou des prête-noms, qui permettent de masquer et puis qui permettent surtout d'émarger dans l'enveloppe de la commune déléguée des conseillers de la commune nouvelle. Alors, je n'ai pas été vérifier la légalité de la chose, tu dis qu'a priori au niveau du droit des collectivités, c'est faisable. Je trouve quand même la manœuvre un peu grossière, c'est un manque de transparence tout ça, même si c'est écrit. Ça reste quand même un petit peu du bidouillage, un petit peu de la manœuvre, et on trouve ça un petit peu de réflexion à ce niveau-là. On n'a rien contre les adjoints maires délégués, il y en avait au mandat précédent, ils ont leur utilité. Là, c'est vrai, on aurait pu les nommer adjoints délégués, je pense, au lieu d'être conseillers délégués au niveau de leur sens, il aurait pu avoir une fonction précise pour épauler les maires délégués, puisque vous souhaitez renforcer le rôle des communes déléguées. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi ils ne sont pas désignés en tant que tels, comme adjoints délégués, et ça aurait clarifié la situation. Les éléments d'explication, en effet, c'est qu'on n'a jamais dit qu'il y aurait des adjoints délégués, parce qu'il y a des conseillers délégués sur tout Loire-Auxance. Nous, c'était important qu'il y ait une délégation sur tout Loire-Auxance. Donc, évidemment, par définition, ils ont aussi une délégation dans leur commune déléguée, quoi. Donc ça ne servait à rien de parler de cette délégation sur la commune déléguée, vu qu'ils l'ont sur tout Loire-Auxance. Et après, c'est de façon très assumée qu'on le fait pour émarger sur les enveloppes de la commune nouvelle. Moi, le plus important pour moi, c'est qu'au niveau des indemnités, on baisse l'enveloppe significativement, c'est ce qu'on va voir après. Donc c'est pas des manœuvres, c'est très clairement pouvoir rémunérer qui va s'investir dans sa délégation et qui aura besoin de créditeurs et qui ne sera pas indemnisé par ses employeurs. Voilà. Juste reprendre là-dessus, tu dis
on baisse les indemnités par rapport à ce qu'il y avait avant, et heureusement, et je crois que quelle que soit l'équipe en place, tout le monde aurait baissé les indemnités, parce qu'au budget, on les avait. Mais ce qui se passe, c'est que, comparé à des communes de même strate, en fait, on est supérieur. Avant, on avait 4 communes, on avait additionné, donc c'était assez logique, et puis on avait quasi le double d'élus, donc c'était une période transitoire. Mais je trouve que c'est un peu cavalier de dire, on a baissé l'indemnité. Certes, on l'a baissé, mais par rapport à la commune de strate, on est supérieur. Je pense qu'il faut rajouter, il faut dire la phrase justement. Si tu as bien lu la délibération qui suit, au niveau du montant maximum, on pouvait avoir beaucoup plus. Hein. Donc, je ne sais pas comment tu compares les strates, mais on verra après. Et ensuite, même si on est moins d'élus, il y a toujours autant de travail, puisque c'est le principe d'une commune nouvelle. Hein, donc, particulier. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques là-dessus? Une remarque, hein, c'est pareil. J'espère que l'indemnité qui sera versée impliquera l'obligation de présence en commission, parce que dans le mandat précédent, il y a des élus qui sont partis et qui n'étaient pas présents beaucoup. Donc ça, je pense que devrait y avoir cette obligation-là, au moins de s'organiser pour être au conseil et être présent à des commissions. Surtout que certains n'ont qu'une seule commission. Donc voilà, c'était seulement cette remarque que je voulais faire, parce que voilà, ceux qui brillent par leur absence, je trouve qu'il va falloir quand même qu'on surveille ça de près. Moi, je t'inviterais à attendre que les commissions soient faites avant de faire des remarques de ce genre. Oui, mais enfin, moi je te parle du mandat précédent. Oui, oui. Non, mais par contre, oui, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, c'est ce qu'on compte mettre dans le règlement intérieur. La présence en commission, là, je te rejoins moins, parce que autrement, tu as une délégation, tu as des dossiers. Il y a des personnes qui sont présentes que dans une commission, donc au moins être à chaque fois dans la commission. Oui, parce que c'est leur délégation, a priori, donc... non, pas forcément, parce qu'en fait, tu as une commission globale, puis après, tu as des sous-commissions. On va laisser la chance, voilà, ils vont regarder. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Ou est-ce qu'on peut mettre au vote? On y va? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? 3 abstentions, c'est ça? Ouais. Ok, merci. Donc, du coup, on va passer à l'élection de ces adjoints à délégués, puisque c'est une élection à bulletin secret. On va avoir 4 élections pour chacune des communes déléguées, avec un scrutin de liste pour Bénigney et pour Varannes, les 2 communes déléguées de plus de 1000 habitants. Alors pour la liste Loire, si on commence par la Roussière, les filles, c'est ce qu'il y a marqué. Donc pour la Roussière, on a pour la liste Loire demain Amandine Tarot. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats? Ok, donc on va pouvoir procéder au vote. Donc Amandine Tarot, élue adjointe déléguée à la Roussière. On fait la même chose, c'est la Chapelle que tu as après voté. Donc pour la Chapelle, candidat pour la liste Loire demain, Natacha Salio. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc on passe au vote aussi. Donc ça donne 4 blancs et donc 29 pour Natacha Salio. Natacha Salio, élue adjointe déléguée à Chapelle-Saint-Sauveur. Alors ensuite c'est Bénigney, donc pour Bénigney. On a donc
deux noms pour la liste Auxence demain, Françoise Leduc et Laurent Rousseau. Donc ils sont dans l'ordre de la liste qui avait été constituée. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour Béligné? Procéder au vote de la même façon. Donc pour la liste Béligné, ça fait donc 29 pour Françoise Leduc et Laurent Rousseau, 1 000 et 3 blancs. Donc, Françoise Leduc et Laurent Rousseau sont élus adjoints délégués. Et pour Varade, pour finir, Pascal Vincent, David Daudet et Marie Chénier vous sont proposés. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour Varade? Donc on va procéder au vote. 29 pour, c'est ça, 1 000 et 3 blancs. 29 liste Varade, 1 000 et 3 blancs. Donc Pascal Vincent, David Daudet et Marie Chénier sont élus adjoints au maire délégué de Varade. Voilà pour l'élection des adjoints au maire délégué. On va pouvoir passer, merci aux assesseurs, on va pouvoir passer à la fixation des indemnités de fonction des élus. Donc vous avez passer à la fixation des indemnités de fonction des élus. Donc vous avez parce qu'il faut jeter dans la note de synthèse l'enveloppe maximale justement dont on parlait tout à l'heure. Alors non, là c'est la proposition. Dans la note de synthèse, vous avez l'enveloppe maximale possible. La proposition, dans la note de synthèse, vous avez l'enveloppe maximale possible, avec une enveloppe pour la commune nouvelle de 8 984 € par mois. Et ensuite, pour chaque commune déléguée, donc à Varade, 4 706 € par mois, Béligné, 3 547 € par mois, la Rouxière, Béligné, 3 547 € par mois, la Rouxière, 2777 € par mois, et donc, commune déléguée de Chapelle-Saint-Sauveur, 1983 € par mois. Comment sont fixées ces indemnités en commune déléguée? C'est tout simplement les indemnités auxquelles auraient droit un maire et un adjoint de la même strate de population, pour la commune en question. Donc ça fait un total mensuel possible, du coup, annuel, possible de 263 000 €. Même 264 000 €. Du coup, la proposition que l'on fait, oui, pour rappel, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, en mandat, et qui a été budgétisé en 2020, c'est 215 000 €. Et du coup, les principes que l'on a fixés pour tous les élus qui ont une délégation, qui donc justifient une indemnité, c'est que tous les adjoints auront la même indemnité, donc adjoint de pôle comme adjoint de territoire. Donc c'est ce que vous voyez là à 736,26 €. Donc au niveau des adjoints communes nouvelles, mais aussi des maires délégués puisqu'ils sont adjoints de territoire. Et que tous les conseillers délégués ont la même indemnité, qu'ils émargent sur l'enveloppe de la commune nouvelle ou de la commune déléguée, c'est-à-dire 208 € de la commune nouvelle ou de la commune déléguée, c'est-à-dire 208,08 €. Donc en fait, le mécanisme, c'est que les conseillers délégués puissent avoir des indemnités par la baisse des enveloppes adjoints et maires. Donc l'indemnité de maire proposée, c'est 1749 et les adjoints 736. Donc c'est une baisse à peu près de 18 à 14% pour que les conseillers délégués puissent avoir les indemnités, ce qui est bien normal puisque ils ont une charge, évidemment, une charge de travail par leur délégation. Et ensuite, la baisse annuelle, donc contre 263 possibles et 215 budgétisés, c'est surtout en fait les indemnités des communes déléguées, des maires délégués, principalement des adjoints délégués, puisque là, on est carrément sur des baisses de 53-65%. Donc c'est ce qui explique la baisse des budgétisée en 2020, sur les indemnités des élus. Du coup, est-ce qu'il faut que je lise les taux ou est-ce que ça c'est bon? Comme ça. Donc du coup, s'il faut dire les taux. Donc pour le maire, c'est le taux de 44,97 de l'indice 1027, donc avec une indemnité brute de 1740 ou maire délégué adjoint territoire, c'est 18,93% de l'indice 1027, donc 736,26 €. Pour les conseillers délégués, qu'ils soient sur la commune nouvelle ou sur les communes déléguées, c'est donc 208 €, 5,35% que ce soit de Varade, de Béligné, la Rouxière, la Chapelle, c'est 18,93%, soit 736,26 €.
Voilà ce qui est proposé. Est-ce qu'il y avait des remarques, des questions? Et au vote. Attends. Oh, pardon. J'avais levé mon bras. Vas-y, vas-y. Oui, donc bon, on ne discutera pas le choix que vous allez faire au niveau des pourcentages. Par contre, là, on est encore surpris, encore que surpris, c'est peut-être pas le bon mot, responsabilité, évidemment. Mais je pense qu'au niveau de l'investissement et de l'implication qu'on aura dans la commune, on sera présent, on est élu comme vous, et on note donc la minorité, évidemment, n'apparaît pas au niveau des indemnités proposées. Juste pour rappel, il y a déjà quelques indemnités proposées. Juste pour rappel, il y a déjà quelques communes sur le Pays d'Anceny qui ont voté leurs indemnités. Pour certaines, ont une minorité et ils ont accordé, dans le cadre d'un traitement équitable, une indemnité à tous les conseillers, y compris la minorité. Et dernier rappel, en 2014, y compris la minorité. Et dernier rappel, en 2014, quand on n'était pas encore commune nouvelle, mais juste Varade, il y avait aussi une minorité qui existait, et on avait décidé d'accorder une indemnité à tous les conseillers, y compris la minorité. Après, le choix qu'on en fait, la prendre ou pas la prendre, ça c'est autre chose, mais on va se déplacer, autant avec ou sans responsabilité, et donc il y avait un minimum, voilà, on ne demande pas, et non, on ne fait pas l'aumône, hein, c'est pas ce qu'on veut, c'est simplement au moins avoir une équité de traitement. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lié à la délégation qu'on a. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on a une délégation, on a des créditeurs, des temps à passer pour préparer les dossiers, pas uniquement assister aux commissions, ça c'est pas indemnisé pour moi, mais c'est préparer les dossiers, du coup prendre du temps sur son temps de salarié ou non rémunéré par l'employeur en fait, hein, c'est surtout le sens pour ça. Et non rémunéré par l'employeur en fait, hein, c'est surtout le sens pour ça. On a du temps dégagé quand même en tant qu'adjoint. Oui, tout à fait, ouais. Et sans délégation, c'est ça que je veux dire par rapport à la délégation. Et après, il me semble que sur le Pays d'Anceny, je ne suis pas sûre que toutes les communes ont donné délégation à tous les conseillers. J'ai pas dit tout. Non, mais délégation à tous les conseillers. J'ai pas dit tout. Non, mais c'est pour la comparaison que tu fais. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Ok, donc on va passer au vote. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, on va passer donc à la composition de ce qu'on appelle la CCID, la Commission communale des impôts directs. Donc, comme vous le savez certainement, c'est une commission qui intervient à tester des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitat, qui participe à l'évaluation des propriétés bâties, à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Alors, son rôle est consultatif, et dans les communes de plus de 2000 habitants, ce qui est notre cas, le nombre de commissaires est de 8, soit 9 notre cas, le nombre de commissaires est de 8, soit 9 membres au total, avec le président de la CCID. Donc, il y a des critères dans ces commissaires, mais surtout, le critère qui est important, c'est d'être familiarisé avec les circonstances locales, de connaître le territoire. On doit donc désigner 8 commissaires. On doit donc désigner 8 commissaires et leurs suppléants en nombre égal. Et on doit proposer les titulaires et les suppléants, donc porter la liste à 32 noms. Et la moitié des noms seront sélectionnés par le directeur des finances. Donc on propose en fait des noms, et c'est le directeur de la DRFIP qui choisit parmi ces noms-là. La moitié donc des propositions. Avec une simplification en 2020, pour ceux qui connaissaient ce dispositif avant, c'est qu'on n'a plus besoin de désigner un commissaire extérieur à la commune ou propriétaire de bois. Je ne vais pas dire les noms. Elle a été faite sur proposition des adjoints de territoire qui connaissent leurs habitants. Et on a mis aussi un peu d'élus qui connaissent aussi le territoire pour qu'il y ait une représentation. Et on demandera au directeur de la DRFIP qui respecte au maximum la représentation par commune déléguée.
Donc voilà, vous avez la proposition qui vous est affichée. Est-ce qu'il y avait des remarques là-dessus? Est-ce qu'il y avait des remarques là-dessus? Oui, là encore, aucune démarche vis-à-vis de notre groupe. On n'a pas du tout été associés, on n'a pas du tout été consultés. Je pense qu'à un moment donné, on va finir par dire qu'on est complètement écarté. À un moment donné, on va finir par dire qu'on est complètement écarté de cette décision-là et même du conseil municipal parce que sincèrement, on n'est pas du tout consulté. Alors moi, j'aimerais savoir ce que tu attends de la minorité, Christine, parce qu'on parle de la minorité, Christine, parce qu'on parle de démocratie participative, on parle de citoyenneté, etc. Mais en fait, les élus qui ont été de la minorité, qui ont été quand même élus, qui font partie du conseil municipal, eh ben, je trouve qu'on n'a pas notre place, quoi. Voilà, c'est juste. Vous êtes associé dans des commissions quand même, donc les commissions se J'aimerais que Christine me dise sa vision de la minorité. Ouais, ce que j'attends de la minorité, c'est d'être constructif et puis et positif. CAS et qu'en commission finance, on aurait pu aussi ne prendre que deux de la minorité. On va pas revenir là-dessus. Non mais vas-y, si c'est génial, non mais tu insinues ou tu dis clairement qu'on vous donne pas la place. Je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Donc voilà, le contraire d'une part. Mais ce qui me gêne beaucoup en fait, c'est que vous prônez la démocratie participative et qu'au sein même du conseil municipal, on n'ait pas notre place. Et c'est plus ça qui me gêne en fait. Oui, alors après, il y a eu la démocratie, c'est aussi la représentation au niveau du conseil municipal. Donc, la démocratie, c'est aussi la représentation au niveau du conseil municipal. Donc, c'est ça qu'il faut aussi respecter. Moi, je vais compléter un petit peu. Et ce que dit Stéphanie, c'est vrai que c'est un ressenti que l'on a, que l'on peut avoir. Donc, je ne veux pas dire à chaque fois on est surpris. Moi, je dirais c'est plutôt surpris. Moi, je dirais c'est plutôt effectivement une découverte sur les distributions. Et je voulais intervenir, mais c'est un petit peu prématuré, sur les conseillers municipaux qui vont répondre dans une collectivité. Et là encore, alors je reviendrai sur le CCS aussi tout à l'heure. Je pense que l'expérience sur les bonnes institutions, c'est vrai qu'on aurait pu aussi être sollicité. Voilà, je me pose la question. Donc effectivement, sur le participatif ou participer, ça dépend ce que l'on met derrière ce mot. Voilà, il faut réfléchir, hein, c'est important de en parler ensemble, puis de se dire, oui, peut-être qu'on a... est-ce qu'il y a deux conseils dans un? Est-ce que... voilà, c'est important aussi de prendre en compte et d'être bienveillant par rapport à tous ceux qui sont dans cette salle. Et puis le CCS, oui c'est vrai, moi personnellement j'ai été sollicitée, mais je pense... Et puis le CCS, oui c'est vrai, moi personnellement j'ai été sollicitée, mais je pense que j'étais la seule. Après, moi je me suis exprimée, j'ai déjà remercié la fois de Mme Margot, mais je ne voulais pas imposer une politique qui évolue aujourd'hui autrement, et voilà, j'ai pas voulu déranger. Donc j'aspire aussi à autre chose aujourd'hui, sur deux mandats sur le CCS. Mais peut-être qu'effectivement, on a été un petit peu mis à l'écart. Après, je vais prendre un exemple aussi factuel. Yann, qui fait partie de la commission, alors c'est plus la commission communication, mais moi je l'appelle comme ça, et qui n'a pas été associé au flash qui a été diffusé. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment, on aimerait bien savoir. Mais et je pense que ça, c'est déjà le premier. On a une commission, on veille à ce que tous les membres de la commission aient le même niveau d'information. Et ça n'a pas été le cas. De la même manière, la charte sur la citoyenneté, elle a été, je pense, travaillée
Ensuite, on l'a reçu dans la synthèse, hein, on en a pris connaissance. Et puis, donc ça, c'était mardi. Et vous aviez une commission communication mercredi, jeudi, je ne sais plus. Vous n'avez pas pu y aller. Hein. Ouais. Donc là, il y a pu y aller. Hein. Ouais. Donc là, il y a un trou dans la raquette, on va dire. Et ça, je trouve ça super important que tout le monde des commissions ait le même niveau d'information. Et que là encore, on ne soit pas écarté, mais qu'on participe activement. Alors, si je peux répondre pour le premier flash, la commission communication, après, donc, les personnes qui étaient pressenties chez nous, évidemment, y ont participé. Le bulletin, effectivement, on a parlé, et la charte, on a parlé mardi 30, donc effectivement, Yann n'était pas présent, mais c'était bien dans l'ordre du jour et c'était bien dans les documents qu'il y avait de travail. Donc il n'a pas été exclu, et un document en amont a été donné avec l'invitation pour que du coup on retravaille ce soir-là. Donc Yann n'a pas du tout été exclu de la discussion, elle a été faite dans ce cadre-là. Et s'il peut lire le compte-rendu de la commission, il verra tous les éléments dedans, puisqu'il a été envoyé aujourd'hui. Donc voilà, donc non, il n'est pas du tout exclu, bien au contraire, il a été envoyé aujourd'hui. Donc voilà, donc non, il n'est pas du tout exclu, bien au contraire, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse échanger ensemble. Et qu'il n'y aura pas de différence entre la commission communication et la commission participation citoyenne. C'est-à-dire qu'à l'heure du jour, il peut y avoir les deux sujets. Donc personne n'est exclu de l'un ou de l'autre. Voilà. Le bulletin est... Donc personne n'est exclu de l'un ou de l'autre. Voilà. Le bulletin le prochain bulletin était à la commission mardi. Et pour le mode de distribution, il n'y a pas de distribution par la poste. C'est les habitants et les élus eux-mêmes qui distribuent dans des zones ou des quartiers qui ont été déterminés. Donc évidemment, là, on a trop intéressé de le distribuer dans les boîtes aux lettres. On recherche des habitants. Donc là, on commence juste à faire les zones. Donc on est tout à fait preneur. Merci Sophie. On va passer au vote. Alors, sur donc, cette composition de la CCID, est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention? Merci. Donc on va passer aux délégations, ce qu'on appelle l'organisme extérieur, donc représentant les conseils municipaux qui représentent la collectivité aux organismes extérieurs, Donc le principe, on est toujours sur le même principe qui nous guide, c'est-à-dire qu'on désigne ceux qui ont la délégation en la matière, qu'elle soit sur le pôle ou sur le territoire. Donc c'est ce qui vous est présenté. Peut-être pas détailler tous les noms, mais l'idée c'est que quand on est sur les EHPAD, l'IME, pôle ligérien, ACIEL, ELI et pompiers, jusqu'à handicap, conseil développement, conseil de surveillance du centre hospitalier et la CLI, que ce soit les représentants du pôle solidarité et cohésion sociale qui ont une délégation, et les adjoints de territoire concernés ou élus territoire concernés. La même façon sur les associations éducation enfants jeunesse, donc VIP 44, la Grèce, école privée, voilà. Et puis sur tout ce qui est donc il y a tout jeu, exact. Et puis Habitat Jeune du Pays Lanceny. Après sur le CIDELA, la FAFAF, la SAFER, là on est plutôt sur les élus qui ont délégation sur le pôle ressources ou pôle aménagement. Et puis les élus qui ont délégation sur le pôle animation de territoire. Et j'ai du Pays Lanceny, Camping et Couloir, c'est plus sur le pôle de Thierry, donc le pôle partenariat économique et territoriaux. Et sur le camping, c'était l'idée d'avoir quatre délégués sur chaque commune déléguée. C'est d'un de nos maires délégués, ce qui était déjà le cas avant, ce qui paraît voilà, cohérent. À notre sens, évidemment. Voilà, donc n'apparaissent pas les conseillers qui seront dans des on va dire groupes de travail ou référents. À la compa mandat, on avait les référents d'échelle, les référents bibliothèque, etc. On attend de voir comment la compa va s'organiser, si dans son mode de gouvernance, il y aura toujours ces référents qui sont souhaités. Et puis par ailleurs, il y a un rappel pour vous dire que les conseillers communautaires, ils ne sont pas désignés par le conseil municipal puisqu'ils ont été élus au suffrage direct comme pour les élections municipales. La liste va au sens de main et un siège
pour du coup la minorité, puisque ça c'est réglementaire. Voilà. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions? Bon, on va passer au vote du coup aussi. Alors, qui s'oppose à ces désignations? Qui s'abstient? Merci. Alors, ensuite, nous avons une convention avec la commune d'Audon pour le transfert d'un CET compté par le temps. Donc, on a donc un agent qui est muté à la commune d'Audon à partir du 1er septembre 2020 et qui a sur son compte épargne-temps 22 jours. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de signer, que je puisse signer une convention avec la mairie d'Audon pour le transfert de ces 22 jours de CET. Avec une compensation financière qui s'élève à 2970 €. C'est 22 jours fois 135 €. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions là-dessus ou des remarques? Et bien, on va procéder au vote. Qui s'oppose à cette convention de transfert du CET? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, on a une délibération pour créer un emploi non permanent pour cause d'accroissement temporaire d'activité. Donc, c'est sur la pause méridienne de Varade suite à l'augmentation d'effectifs en restaurant à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 5 juillet 2021. Donc, les crédits nécessaires étaient inscrits au budget, étaient prévus. Mais là, du coup, on enclenche le recrutement de ce CDD-là. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus, des remarques? Ok, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc Jean, pour le forfait commun usagé année 2020. Alors, la délibération présente donc le montant versé aux OGEC. Donc, ce montant est basé sur ce qui est du coût du fonctionnement des écoles publiques de Loire-Haute-Sens. Le coût d'un élève est de 794,69 € pour un élève, contre 772,20 € en 2019. Et donc, il est soumis au vote, approbation, pour ce montant de 794,69 € pour l'année 2020, puisque soumis au vote. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette proposition? Forfait. Donc on va procéder au vote. Qui s'abstient? Merci. Alors ensuite, c'est la convention avec l'association Tram 303, pardon. Oui, donc les 29, 30 et 31 mai dernier, il va y avoir lieu des rencontres régionales de théâtre amateur dans le cadre d'un partenariat entre la commune de Loire-Haute-Sens et l'association Tram 303, Chalon-sur-Loire. Une convention avait été signée au préalable en 2019 en ce sens. Et il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer une nouvelle convention reprenant les mêmes termes que la précédente en réactualisant juste les dates de retour au 28, 29 et 30 août 2020. Et des remarques ou des questions? C'est le report en fait, puisque ça n'a pas pu avoir lieu pendant le confinement. C'est bon, pas de remarques ni de questions, donc on procède au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient?
Merci Thierry. Avec la participation de la commune aux travaux de sécurité du commerce de La Chapelle-Saint-Sauveur. Oui, donc la commune est propriétaire de l'immeuble du Café Tabac de La Chapelle-Saint-Sauveur. Le gérant du commerce a entrepris des travaux de sécurité. Ils sont subventionnés à 40%, à hauteur de 40% par la douane, donc pour 9 576,90 €. Et le reste à charge est partagé à 50% pour le gérant et 50% pour la commune, c'était entendu. La convention de participer au coût des travaux de sécurité à hauteur de 7 182,68 € maximum, puisque c'est un coût qui a été budgétisé. Des remarques sur cette subvention de travaux de sécurité, donc c'était 7 500 € qui étaient budgétisés au budget annexe. Pas de questions. On va procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? C'est Hélène avec la subvention exceptionnelle à l'association Mamie pour l'équipement de cuisine à la maison des solidaires. Donc voilà, depuis quelques temps, l'association L'Ami demande une subvention exceptionnelle de 1 600 € pour rembourser une cuisine mobile et une hotte. Donc cette somme était inscrite au budget et du coup nous proposons d'accorder cette subvention exceptionnelle. Est-ce qu'il y avait des questions, monsieur? Oui, c'est vrai qu'ils avaient s'étaient équipés de cette cuisine mobile. Hein. Ce qui avait été dommage, c'est que ça a été acheté avant de penser aux évacuations. Ça a été acheté avant de penser aux évacuations et de cette hotte. Parce que voilà, il aurait fallu anticiper pour avoir une évacuation adaptée aux odeurs et au bruit. Voilà. Donc tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que odeurs et au bruit. Voilà. Donc tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que ce fonctionnement et cet équipement servent aux personnes qui sont accueillies dans ce bâtiment. Voilà. En fait, il y a des actions qui sont menées pour faire des repas partagés et qui utilisent justement ce matériel. Donc ça a aussi du sens pour la commune de participer. Alors, il y a eu des ratés au départ par rapport au financement, c'est sûr. Parce que voilà, les gens n'avaient pas compris de l'association n'avaient pas compris le fonctionnement. Mais par contre, ça sont soutenus par la commune. Donc, non, mais c'est ce que je dis, oui, ça a du sens et puis on peut que se réjouir. Et ce que je veux dire, l'achat avait été un peu prématuré sur la pertinence des locaux et des évacuations et des sécurités voilà, qui en découlent derrière. Donc ça a été un petit peu rapide et c'était pas approprié. C'était pas approprié. C'est des choses qu'on a remis au point avec eux en disant que voilà, il y a des procédures à suivre avec les collectivités, et il y a des demandes à faire. Donc ça a été remis au clair avec eux, on les a rencontrés. Et bon. Alors là, c'est une régularisation puisque ça n'avait pas été voté au mandat précédent, malgré le fait que le budget n'avait pas été voté au mandat précédent, malgré le fait que le budget était prévu, donc on régularise la situation plutôt. On passe au vote. Qui s'oppose à cette subvention? Qui s'abstient? Merci. Alors avec Carole, on passe à la convention avec Atlantico suite au PUP de monsieur et madame Claude qu'on a vu au dernier conseil. Voilà, donc comme le rappelle Christine Blanchet, donc cette délibération soumise à cette convention que nous vous demandons d'approuver et dont à savoir la nécessité de mettre en place un projet urbain partenarial pour permettre l'extension du réseau d'eau potable lié voilà, au projet d'acquisition et d'extension rue du Chêne. Donc il s'agit là de la convention avec Atlantico. Donc vous avez le détail dans la note de synthèse.
Si vous avez des questions, la suite logique de la précédente délibération. Pas de questions. Donc on va procéder au vote qui s'oppose. Donc on va procéder au vote qui s'oppose. Qui s'abstient. Merci. Et donc la dernière délibération, c'est sur la mise à jour du règlement de fonctionnement des multi-accueils avec Florence. Alors, donc ça va faire 1 an en septembre que le multi-accueil est ouvert. Et donc, il y a eu un règlement dès le départ. Et en fait, pendant l'année qui ont été notées pour pouvoir améliorer ce règlement. Donc, je vais être rapide, je vais vous les énoncer rapidement. Donc, le premier point, ça concerne le fait que les enfants d'un agent ne puissent pas être accueillis au sein du multi-accueil. En fait, cette précaution a été prise au départ. Souvent, elle l'est quand on regarde dans d'autres règlements. Et il se trouve que là, du coup, on a eu un enfant, enfin une agent qui avait proposé de faire garder son enfant. Et évidemment, elle n'arrive pas, bien qu'elle ait dit qu'elle pourrait le gérer, en fait, c'est difficile à gérer sur place. Aussi bien qu'elle pourrait le gérer, en fait, c'est difficile à gérer sur place. Aussi bien pour la maman qui travaille que pour le tout petit enfant qui ne comprend pas voilà, pourquoi sa maman ne peut pas se comporter de la même manière avec lui au sein du multi-accueil. Le deuxième sujet, c'est lorsqu'il y a une nouvelle inscription, faire en sorte que les familles puissent remettre leur déclaration de revenus de l'année N-2 lorsqu'elles ne souhaitent pas qu'on consulte on aille sur le site CAF pour pouvoir consulter leur quotient familial. Ça, c'est pour pouvoir le paiement, pour la facturation par la suite. Autre point, c'est encourager fortement les parents à venir découvrir l'établissement avec leur enfant. Certaines familles viennent sans les enfants. Autre sujet, au niveau du fonctionnement, les purées pour les petits sont fournies par l'établissement à partir des enfants de 6 mois. Et seulement en cas d'allergie alimentaire, il est recommandé, il est accepté que la famille fournisse les repas pour son enfant, mais pas dans d'autres cas. C'est pour surtout par équité entre tous les enfants. Autre sujet, donc le personnel du multi-accueil n'est pas habilité à donner des médicaments aux enfants. Il nous faudrait une infirmière, pour le moment on n'en a pas. Donc on a un médecin référent que l'on a consulté, et lorsqu'il y a des médicaments à administrer, que les parents puissent le faire avant que leur enfant n'arrive au multi-accueil et après. Donc le médecin dit dans ce cas-là, il est possible d'avoir des médicaments type antibiotiques par exemple, que l'on peut donner que 2 fois par jour. Et dans ce cas-là, les parents, je précise aussi que pour chaque accueil d'enfants, la directrice prend le temps d'informer les parents de tous ces points et passe 1h30 avec eux pour qu'ils soient bien au fait de tous ces éléments. Autre sujet, bien évidemment, demander aux parents de prévenir l'équipe éducative. Donc après, pour rassurer les familles, lorsque les services consultent le site de la CAF pour obtenir le quotient familial dans le but d'éditer la facture familiale, d'éditer la facture, il est précisé que ces sites sont sécurisés et uniquement destinés aux personnes habilitées. Ça, c'est vraiment pour rassurer les familles. Peut-être que ça permettra de faciliter la facturation par la suite. Autre sujet, la facturation par la suite. Autre sujet, la CAF, c'est la CAF qui propose la facturation et qui a mis en place un taux d'effort. Et donc, il est actualisé, c'est la CAF qui le met à jour.
Et on demande également aux familles, qui le met à jour, et on demande également aux familles d'informer par écrit de tout changement de situation familiale ou professionnelle, dans le but d'adapter évidemment le taux d'effort qui sera appliqué pour la facturation. Autre sujet, toujours pour la facturation. Autre sujet, toujours pour la facturation, donc le pointage est fait par les agents du multi-accueil, et il est entendu que le pointage est fait à l'arrivée de l'enfant avec son parent, dès que l'enfant et son parent arrivent, hop, la vie, lorsque l'enfant et son parent ont quitté le groupe. Seulement à ce moment-là, pas au moment où il y a les transmissions d'informations. Voilà. Et donc, bien évidemment, le règlement se fait par virement. Et il est précisé également qu'un prélèvement mensuel pour tous ces points, on vous demande votre avis. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je suppose que tout le monde a lu attentivement le règlement qui était joint. Est-ce qu'il y a donc des remarques? Donc on va procéder au vote. Qui s'oppose à cette modification de règlement? Qui s'abstient? Merci. Donc on est arrivé à la fin de ce conseil. De ce conseil, il n'y a pas eu de décision du maire depuis le dernier conseil municipal. Comme information, le prochain conseil c'est le 7 septembre. Donc il y a des commissions, les commissions sont mises en place. Alors c'est vrai que du coup, elles auront lieu assez tôt, dans le mois d'août. Voilà, il y a peut-être des interventions. Oui, alors moi je voulais intervenir parce que je suis surpris de ne pas voir le dossier de Béligné de la Fleuriste avec là aussi l'agence foncière. Qu'en est-il? Le dossier est en discussion et on a rencontré plusieurs fois Mme Bourdon à ce sujet et il devrait bientôt arriver en conseil. Et bientôt, c'est au mois de septembre? Sans doute. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Ouais, parce qu'en fait, elle a un délai qui est quand même un petit peu serré a priori, donc c'est pour ça que je suis surpris qu'on n'ait pas pu traiter en même temps en parallèle de celui de Raphaël Rochon. C'est bien en cours et c'est vu avec elle est tout à fait au courant. On peut peut-être avoir des détails. Tout à fait au courant. On peut peut-être avoir des détails. Pour l'instant, non. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on rencontre Daniel Cornet, donc la présidente de l'agence foncière, mercredi, pour tous ces dossiers-là. Et pas que ces dossiers-là, sur tous les projets d'aménagement centre-bourg. Et du coup, il n'y a pas, à ce stade, tous les échanges que l'on a et avec l'agence foncière et avec la Fleuriste de Béligny, il n'y a pas d'inquiétude, le dossier suit son cours. Juste un petit point technique, rien à voir sur le fond. Donc ce soir, il y a le bulletin secret, ce serait bien de la mettre ailleurs, parce que là, si vous voulez, ça ne devient plus trop secret, mais pour la table de devant, je pense aussi, vu la hauteur. Donc ce serait peut-être mieux de la remettre plus centrée, la caméra, c'est tout. Voilà. Ok, c'est noté. Et je pense qu'on n'a plus de vote à bulletin secret à venir, normalement. Mais en effet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ou sinon, je vous souhaite à tous de bonnes vacances.